Bonjour, on va aborder dans cette première partie des électrocardiogrammes incontournables en médecine d'urgence les rythmes lents et les rythmes rapides sous forme de jeu, sous forme ludique, environ 20 électros. Donc tout d'abord, on vérifie sa position des électrodes et son calibrage. Est-ce que cela est correct? Vous pouvez appuyer sur pause ou écouter directement le résumé. Bien, tout d'abord, vous voyez qu'en bas à droite, le calibrage est correct en termes de vitesse et déroulement du papier, puisque nous sommes à 25 mm/s et 1 mm égale 10 mV, comme l'indique le rectangle sur la droite, qui est fait de 2 carreaux vers le haut, un carreau vers la droite. En revanche, je n'en dirai pas autant de la dérivation D1, qui d'ordinaire affiche une onde P positive, un QRS positif, qui ressemble à ce qu'il y a en V6. Or, ceci est fondamentalement différent, il existe donc très vraisemblablement une erreur d'électrode. Ensuite, on doit vérifier que la croissance de l'onde R est bonne de V1 à V4, c'est le cas ici, mais pas en V2. Ensuite, l'onde S progresse de V1 à V2, c'est encore pas le cas ici. Par contre, l'onde S, vous voyez, elle est maximum normalement en V2 avant de décroître, eh bien elle est en V5, cette grande onde S. Donc il y a une inversion d'électrode en V1, V2. Ceci est une variante de la normale, n'est-ce pas? Et pourtant, comme vous pouvez le voir, la fréquence cardiaque varie. Elle varie puisqu'il existe une bradycardie sinusale avec des ondes P qui sont bien fléchées ici et des ralentissements de la fréquence sinusale qui sont de l'ordre de 3 pour 10 secondes, soit 18 par minute, et cela correspond à une arythmie respiratoire. C'est une variante de la normale. Cela correspond à un tonus vagal et un tonus sympathique très équilibré sur un cœur sain en général. Voici une arythmie respiratoire. C'est une femme de 68 ans qui a fait un accident vasculaire cérébral. Mais est-ce bien une arythmie respiratoire? Voici les ondes P, elles sont toutes bien indiquées en bas. On a l'impression qu'il existe des périodes de ralentissement. Êtes-vous d'accord avec cette hypothèse? En fait, il existe des extrasystoles auriculaires bien visibles dans certaines dérivations, parce qu'elles sont cachées dans l'onde T dans d'autres. Vous voyez, elles sont là, et parfois à la fin de l'onde T, il faut bien les distinguer. L'onde T est un peu plus grande, un peu plus bosselée que celle qui est avant. Donc il existe des extrasystoles auriculaires dans l'onde T, et cela explique à chaque fois le ralentissement qui correspond à une période de récupération. On appelle ça la récupération post-extrasystolique. Elle est toujours inférieure à 2 fois l'onde P. C'est bien le cas ici, donc ce n'est pas un trouble de la conduction, mais c'est un trouble de l'excitabilité. C'est un trouble lié à des extrasystoles auriculaires bloqués dans le nœud auriculo-ventriculaire. Cela donne un aspect de pseudo-bloc auriculo-ventriculaire, c'est à connaître. Voici un homme de 90 ans qui a une insuffisance cardiaque. On voit bien son activité sinusale en bas représentée par les flèches rouges, elle est un peu irrégulière. Quelle pathologie suggère cette bradycardie? Eh bien, écoutez, cette activité sinusale, moi, elle ne me plaît pas. Vous voyez qu'elle est irrégulière en fréquence, irrégulière en forme, et de temps en temps, on a l'impression qu'il y a même des complexes un petit peu prématurés. Donc, on peut conclure qu'il existe une dysfonction sinusale, c'est-à-dire une bradycardie inappropriée. Ce patient est en insuffisance cardiaque. Pourquoi est-il à 50 par minute? Il n'y a pas d'extrasystole auriculaire cachée. Cela correspond à une dysfonction sinusale, c'est-à-dire une anomalie de l'automatisme sinusal. Il faudra envisager un pacemaker. Cette bradycardie est-elle sinusale chez cet homme de 85 ans avec une dyspnée sévère? Au premier aspect, on a l'impression qu'il existe des ondes P qui précèdent tous les QRS. Donc probablement une bradycardie sinusale avec un bloc de branche gauche. En fait, je vous laisse bien regarder le tracé. Il faut être très attentif. Vous voyez, au début du tracé, il existe, oui, un complexe QRS entraîné avec un bloc auriculo-ventriculaire. Ceci est une activité sinusale conduite. Mais là, ces ondes P, qui sont de couplage variable avec le QRS, vous voyez, tantôt le PR est très court, tantôt le PR s'allonge, ces ondes P sont en fait dissociées.
Il existe un rythme d'échappement actif de type jonctionnel qui est en dissociation isorhythmique, c'est-à-dire à peu près en compétition avec la fréquence sinusale à 35 par minute, mais le rythme n'est donc pas sinusal, la plupart du temps il s'agit d'un rythme jonctionnel. Et comme les ondes P sont très lentes, on peut parler de dysfonction sinusale ou de bloc sino-auriculaire du deuxième degré compte tenu de la constance des intervalles PP très lents. Il existe peut-être une onde P bloquée, une onde P qui n'est pas générée plus exactement tous les deux complexes sinusaux. Voici un homme de 61 ans qui a un antécédent d'infarctus, comme on peut le voir sur son tracé en V1, V4. Y a-t-il des extrasystoles ventriculaires ? Eh bien, il faut bien regarder toute l'activité avant de conclure. Vous voyez ici, il existe des ondes P qui sont avec un couplage plus ou moins long, vous voyez ici un petit peu long, un peu plus court. Quand ce couplage est court, comme ici ou là, il existe un QRS large. Quand ce couplage est un petit peu plus long, le QRS est fin, on appelle ça une aberration ventriculaire de conduction. Cette aberration est de type bloc de branche gauche, voyez-vous, une onde R crochetée en V6, avec un QRS élargi, et puis un QRS qui descend de façon très fine, initialement, pour remonter de façon large. C'est la définition du bloc de branche gauche fréquence dépendant. Donc ce patient n'a pas un trouble de la conduction, mais un trouble, une fois de plus, de l'excitabilité. Il n'a pas d'extrasystole non plus ventriculaire. Ce sont des aberrations, c'est à bien connaître. Beaucoup de QRS larges sont pris à tort pour des extrasystoles ventriculaires. Alors, vous pouvez voir également sur ce tracé la séquelle d'infarctus et le petit signe de Cabrera que l'on voit bien au cours du bloc de branche gauche ici en V4. Il s'agit d'un crochetage de la branche ascendante de S en V4. C'est un autre sujet. Alors, un homme, plus exactement une femme de 70 ans avec asthénie et malaise. Cette bradycardie à 50 par minute est-elle sinusale avec un bloc de branche droit ? La réponse est non. Oui, il existe un bloc de branche droit. Je suis d'accord, un aspect RR' en V1 avec un QRS qui est élargi à plus de 120 millisecondes, mais il existe également un axe très gauche. L'axe du cœur va nous renseigner sur la conduction dans les hémibranches gauche. Et ici, vous voyez que l'hémibranche gauche est atteinte puisque l'axe est en VL. D2 est très largement négatif, l'onde R est empâtée. Il s'agit d'un hémibloc antérieur gauche. Mais est-ce bien tout ? Eh bien non, car si on regarde attentivement, une fois de plus, l'activité sinusale est bien visible ici, mais il existe une déformation de l'onde T qu'on voit de façon particulièrement bien en VL. Il existe des intervalles PP constants, il s'agit donc non pas des extrasystoles auriculaires, puisqu'il n'y a pas de repos compensateur, mais d'un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré qu'on appelle un bloc 2 sur 1. Et ce bloc 2 sur 1 avec un bloc bifasciculaire s'appelle un Mobitz 2. On comprend que ce bloc bifasciculaire devient une fois sur deux un bloc trifasciculaire, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien. L'onde P est totalement bloquée, plus rien ne peut descendre puisque toutes les branches de conduction nodoïciennes sont bloquées une fois sur deux. Ce sont des blocs qui sont réfractaires à l'atropine ou à l'isoprénaline. Il faut en faire le diagnostic et ensuite proposer un traitement, en général un pacemaker, quand on a fait le tour de la situation. Quel est le rythme chez ce patient ? Donc vous pouvez voir que la fréquence correspond à deux grandes lignes verticales, donc 300, 150, vous connaissez la règle du jeu, 300, 150, 100, 75, 60, 50. Voilà, donc ici il y a une fréquence à 150. Il s'agit ici d'une activité très rapide, sinusoïdale, vous voyez, qui ne revient jamais à la ligne de base. Cette polarité en D2 est négative. Vous voyez que la majeure partie de l'activité atriale est négative, tournée vers le bas de façon régulière. On appelle ça des toits d'usine. À polarité négative, on appelle ça un flotteur commun. C'est un flotteur très rapide à 290 avec une conduction environ 2 sur 1. C'est un flotteur. Voici un homme de 55 ans à qui on vient d'injecter de l'adénosine parce que sur la fin du tracé, vous voyez bien qu'il était très rapide, on ne comprenait pas. Mais grâce à l'adénosine, on peut comprendre maintenant
ce qu'il se passe lors de cette tachycardie, puisque l'adénosine va provoquer un freinage dans la conduction auriculo-ventriculaire, ce qui va démasquer les ondes P, voilà, qui sont bien visibles maintenant. Hein. Quel est ce rythme donc? Eh bien, ce rythme à 230 par minute, avec un repos de la ligne de base, un retour à la ligne isoélectrique entre deux QRS, cette tachycardie monomorphe et régulière, inférieure à 250 par minute, s'appelle une tachycardie atriale focale. Il ne faut donc pas toujours parler de tachycardie jonctionnelle ou de Bouvray chez des gens qui ont des aspects très rapides et très fins comme ça, mais bien démasquer par les manœuvres vagales ou les produits pharmacologiques l'activité atriale qui est ici très rapide. Ah, voici une femme de 70 ans qui est en OAP. Alors quel est son rythme? Eh bien, il y a une tachycardie à plus de 100 par minute, mais cette tachycardie est particulière, vous voyez que c'est une arythmie complète. Il n'y a aucune relation entre les ondes R, entre les QRS. Quand il y a une arythmie complète, c'est toujours une fibrillation auriculaire, quand le rythme est rapide. Donc toute arythmie rapide est une fibrillation auriculaire. Ici, on peut voir également le bloc de bronche gauche, comme on l'a vu tout à l'heure, sous forme d'aspect QRS avec une encoche soit en V6, soit en D1, et une pente rapide qui descend, une remontée lente, on en aura besoin tout à l'heure pour faire le diagnostic de TV. Alors donc ici, il s'agit bien d'une fibrillation auriculaire et d'un bloc de bronche gauche parfaitement normal avec une conduction nodoïcienne rapide pour descendre et lente pour remonter. Cette fibrillation auriculaire que vous voyez sous forme d'irrégularité de la ligne de base ici en D2 et surtout en V1 est particulière. Pourquoi ? Donc, d'une part, la fréquence cardiaque est à 35 par minute, ce qui est tout à fait anormal pour une fibrillation auriculaire qui bat à 4 à 600 par minute. Cela veut dire qu'il existe une anomalie de conduction auriculo-ventriculaire. D'autre part, les QRS sont réguliers. Or, je vous ai dit que toute fibrillation auriculaire donnait des QRS irréguliers, sauf dans le cas où il existe un bloc complet avec un rythme d'échappement qui est dissocié de la FA. Quand on est dans une bradycardie par échappement jonctionnel ou ventriculaire, eh bien cela signifie qu'il y a une activité dissociée entre l'AFA et les QRS, donc un BAV complet. Ici, ce patient a par ailleurs un bloc de branche droit, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, et un hémibloc antérieur gauche, quand l'onde R est plus grande en VL qu'en D1. C'est un axe hyper-gauche, donc c'est un trouble de conduction sévère associé à cette FA lente, et bien évidemment, quand on aura fait le tour de la situation, on proposera un pacemaker. Voici encore un homme de 30 ans qui a une dyspnée brutale. C'est une fibrillation auriculaire paroxystique, je vous aide, c'est une fibrillation auriculaire parce que toute tachyarythmie complètement irrégulière, c'est bien le cas ici, en D1 ou en V6, quels que soient les QRS, qu'ils soient fins ou larges, toute tachyarythmie avec une anarchie complète, est une fibrillation auriculaire. Ensuite, vous regardez les QRS et vous allez voir qu'ils ont des particularités. Donc tout d'abord, une fréquence cardiaque très rapide pour une FA, c'est tout à fait inhabituel. Une FA chez un sujet jeune ne doit pas être rapide à ce point-là. Il y a probablement quelque chose qui ne va pas au niveau de la conduction vers le ventricule. Cela s'explique par des QRS larges en accordéon. Vous voyez, ces QRS larges, tantôt un peu plus larges et un peu plus fins, qui ont l'impression, sont tout à fait anormaux, de nous donner un trouble soi-même psychique. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il existe une préexcitation ventriculaire qui maintenant est beaucoup plus claire quand on cherche bien dans toutes les dérivations, l'empattement du pied de l'ondaire. Donc il faut se calmer. Cela est une tachyarythmie, mais je sais qu'il existe certaines tachyarythmies qui sont en QRS large, en accordéon, liées à une préexcitation, parce que la fibrillation auriculaire conduit par la voie accessoire. Vous en verrez une dans votre carrière d'urgentiste, normalement en SMUR ou aux urgences, ce ne sont pas toujours des gens qui vont très mal, c'est le cas ici, ce patient ne va pas très mal, il est arrivé sur ses pieds, même s'il est à 200 par minute, évidemment, il faut s'en occuper ardemment, comme il est recommandé de façon internationale, en Europe, soit par un choc électrique, soit flécaïne, propafénone ou amiodarone. C'est un autre sujet. Enfin,
une femme de 80 ans avec encore une FA ancienne, oui, elle est très ancienne, puisqu'elle est microvoltée, on ne la voit quasiment plus, cette FA, mais tous les QRS sont irréguliers, vous voyez, très irréguliers. Alors, est-ce qu'on peut parler d'intoxication digitalique? En tous les cas, il faut l'évoquer. Alors, est-ce qu'on peut en parler et retenir ce diagnostic? Alors, en tous les cas, une fibrillation auriculaire à réponse ventriculaire lente à 50 par minute, c'est pas normal. Cela veut dire que la conduction nodoïcienne est ralentie, et probablement trop fortement ralentie. Donc il faut évoquer une intoxication, ou en tous les cas une imprégnation trop forte en digitaline. Vous savez qu'il existe des signes cliniques associés, et une hyperkaliémie habituellement. Donc ici on voit la myodarone et la digoxine extrêmement prégnantes. Il faut évoquer ce diagnostic. Je vous mets en garde contre les QRS qui sont larges. La digitaline n'élargit pas les QRS. Ce patient a un bloc de branche avec une hypertrophie ventriculaire droite préexistante qui n'a rien à voir avec ce diagnostic. Il faut évoquer l'imprégnation toxique et faire les dosages. Voici un homme de 84 ans qui a une insuffisance cardiaque. Quel est le mécanisme de cette tachycardie? Appuyez sur pause si vous souhaitez l'analyser. Eh bien, il s'agit d'une tachycardie atriale à 260 par minute. En effet, quand je regarde bien en V1, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il existe beaucoup trop d'ondes P ici, juste à la fin des QRS, que ces ondes P reviennent régulièrement. Ceci n'est pas une onde T, c'est exactement la même morphologie. D'ailleurs, je vais le retrouver ailleurs, cette onde P qui est de la même morphologie, elle est à 260. C'est beaucoup trop rapide pour une tachycardie atriale. Il s'agit très vraisemblablement d'un flotteur auriculaire, car la fréquence est supérieure à 250. Bon, on peut classer cela dans les tachycardies atriales sans se tromper et proposer donc des manœuvres tout à fait similaires en termes de traitement au flotteur ou à la tachycardie atriale, mais il faudra confier ce patient au cardiologue pour qu'il l'analyse plus précisément. Voici un homme de 25 ans qui a palpitation et lipothymie. S'agit-il, comme tout à l'heure, d'une tachycardie atriale? Alors, moi, je suis circonspect à ce que je vois une tachycardie régulière à 200 par minute, mais je sais traquer les ondes P. Vous voyez qu'ici, à la fin du QRS, il existe une positivité qui n'a rien à voir avec l'aspect habituel d'un QRS en V1. D'autre part, je sais quand j'ai un coup d'ongle derrière des deux, il s'agit vraisemblablement d'une onde P rétrograde. On peut aussi la voir en VL parfois, c'est un bon signe. Donc une tachycardie régulière avec une onde P rétrograde, c'est une tachycardie par réentrée intranodale. Voici le nœud auriculo-ventriculaire. À chaque fois qu'il y a une activation dans un sens, il y a une stimulation du ventricule, mais l'influx revient à l'oreillette et donne une onde P rétrograde très rapide, l'onde P rétrograde, donc on appelle ça une conduction slow à l'aller, fast au retour, ce qui explique l'onde P qu'on voit bien soit en D1, soit en D2, soit en V1. Ceci est donc une tachycardie par réentrée intranodale, on appelle ça une train, ou alors en France parfois une TJ type Bouvray, mais enfin je n'aime pas ce terme. Donc vous aurez des tachycardies réciproques, comme celles qu'on vient de voir, qui auront d'autres formes. Cette fois-ci, ça peut être tourné dans l'autre sens, et vous aurez une onde P très loin du QRS quand je reviens par la voie lente. Ou alors vous pouvez avoir des tachycardies par réentrée qui utilisent un faisceau accessoire. Vous voyez, quand ça tourne par là, ça donne un aspect un peu de pseudo-TV, mais il y aura une préexcitation. Et enfin, quand ça tourne dans le bon sens et que ça revient par le faisceau accessoire, j'aurai des ondes P rétrogrades à plus de 70 millisecondes. Vous retrouverez tout ça dans YouTube. Voici un homme de 55 ans qui a une tachycardie bien tolérée. On ne s'arrête pas là, on va chercher si c'est une tachycardie ventriculaire. Si vous êtes fatigué, mettez sur pause. Alors moi je vois une fréquence cardiaque à 135 et des QRS larges. C'est une tachycardie rapide à une fréquence supérieure à 100, donc tout est possible. Ça peut être une TV bien entendu, donc il va falloir utiliser les critères que vous connaissez ou que je vais vous rappeler. Il y en a un certain nombre. Certains sont faciles, d'autres plus difficiles, mais en tous les cas vous allez voir qu'il y a une certaine logique. Alors tout d'abord, Brugada, c'est le premier qui a publié des algorithmes un peu célèbres en 91, que tout le monde connaît, qui sont, vous allez voir, un petit peu compliqués à retenir,
Mais enfin, on peut toujours se souvenir qu'une dissociation auriculo-ventriculaire est un signe de TV. Vous voyez que cette onde P ici, que certes on ne voit qu'une fois, est très en faveur d'une dissociation. Il n'y a pas de capture, il n'y a pas de fusion, mais cette dissociation est très évocatrice. Alors on peut peut-être en voir une deuxième ici, mais on n'est pas affirmatif, on aimerait en voir deux des dissociations. Donc on va chercher d'autres critères. Tout d'abord, le fait que le QRS en V1, V2, met énormément de temps pour dépolariser tout le ventricule. Vous voyez, depuis le septum jusqu'à la fin du ventricule latéral, hein, donc la paroi latérale, il y a une durée supérieure à 100 millisecondes. Ce qui veut dire que l'activation du ventricule est beaucoup trop longue pour une voie nodoïcienne. Cela passe très vraisemblablement par le ventricule, ce qui explique que ce soit très lent. Et à la fin, vous avez une repolarisation qui va se terminer rapidement. Donc, un début très lent. Ici, vous avez un V6 très pathologique, hein, pour un bloc droit. Normalement, on n'a pas une grande, on a normalement une grande ondaire, ce qu'on n'a pas ici. C'est un des signes de Wellens également. Et enfin, vous avez le signe de l'oreille du lapin en V1, c'est-à-dire que normalement, vous n'avez pas R supérieur à R', hein, c'est un signe de TV. Vous avez R' supérieur à R dans le bloc de branche droit. Hein. Donc tous ces critères sont assez amusants à retenir, relativement faciles à comprendre quand on a fait un tout petit peu le tour de la chose. Donc je vous ai mis l'algorithme de Brugada, faudra le lire tranquillement. Vous pourrez le retrouver sur le site internet également. Et puis l'algorithme de Verrecaille que j'aime beaucoup, notamment à cause de cette petite phrase qui va, à mon avis, vous aider beaucoup à comprendre d'un coup d'œil si c'est une TV ou TSV. Alors prenons un exemple, celui de cette tachycardie à 190 par minute, à QRS large, elle est régulière. Est-ce que c'est une TV? Alors si vous n'êtes pas trop fatigué, c'est que vous avez trouvé, et pour cela vous allez travailler un petit peu comme moi. C'est-à-dire que Verrecaille, il dit qu'il faut aller dans une dérivation où on a un très joli QRS, vous voyez, bien volté et diphasique, avec une jolie ascension vers R et vers S, c'est ça un QRS diphasique. Donc ici c'est celui-ci qui est le plus représentatif, c'est V4, il est diphasique. Celui-là il n'est pas très joli, il n'a pas une jolie pente, et celui-là on ne voit pas très bien le début. Là on voit rien, et là on n'a pas des QRS très bien diphasiques. Donc celui-ci est vraiment représentatif, et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien on voit que l'onde, le vecteur de dépolarisation initiale est extrêmement rapide par rapport à la fin du QRS. Hein. Donc cela veut dire que j'ai une dépolarisation par la voie nodoïcienne et non pas une dépolarisation intraventriculaire. C'est tout. Quand le VI dans les 40 millisecondes est supérieur au VT, c'est un signe de tachycardie supraventriculaire. Et vous voyez qu'ici on a un aspect de bloc de branche gauche parfaitement classique, comme dans les critères de Wellens. Hein. Donc on a deux beaux critères en faveur d'une TSV. C'est une tachycardie, je ne peux pas dire laquelle, mais en tous les cas avec un bloc de branche gauche grâce aux critères de Verrecaille. Il en existe d'autres critères, l'onde Q en VR non crochetée, et surtout, en 2008 de mémoire, Pava et Brugada ont publié un autre indicateur que j'aime beaucoup, qui est le temps d'inscription de R en D2. Vous voyez qu'ici, R, D2 c'est à la pointe du cœur, donc le temps qui sépare l'activation septale de la pointe du cœur, ici est inférieur à 50 millisecondes, ce qui veut dire que la pointe du cœur a été dépolarisée très vite, et donc qu'il s'agit d'une dépolarisation nodoïcienne efficace, et donc d'un bloc de branche gauche avec un bloc de branche droite très perméable. Ce n'est donc pas une TV, c'est une TSV. Vous retrouverez ces algorithmes publiés en 2008, et l'algorithme de Pava, vous voyez, qui est très simple, temps d'inscription de R en D2, il a quand même trouvé des différences très importantes de durée du temps d'inscription de l'onde R en D2, ici 76 versus 26. Alors voici une extrasystole ventriculaire. Est-elle bénigne? On a presque fini. Est-ce qu'elle est bénigne? Est-ce que c'est bien une extrasystole ventriculaire déjà? Mais ça vous le savez. Une extrasystole ventriculaire, bon, on ne peut pas voir des ondes P précoces ici puisqu'il est en fibrillation auriculaire, mais vous voyez bien que le départ de ce QRS est très retardé, c'est-à-dire que la conduction initiale est très lente. Hein. Entre le début de l'onde R et la fin de l'onde S, il y a bien plus de 100 millisecondes. Hein. Donc ceci est typiquement une extrasystole ventriculaire. Hein. Alors on ne la voit pas souvent, est-ce qu'elle est bénigne? C'est une autre question. Pour cela, il faut mesurer le couplage, c'est-à-dire le temps qui sépare le début de l'onde R précédente avec le début du QRS. Ici, je l'ai mesuré pour vous, il est à 360 millisecondes.
Donc c'est un couplage plutôt long, comme vous allez voir. Hein. Ce ne sont pas des ESV menaçantes, parce que les ESV menaçantes sont répétitives, or celle-ci est isolée. Elles sont fréquentes, il y en a beaucoup par minute, par heure, par jour. Elles sont polymorphes, or ici elle est monomorphe puisqu'il n'y en a qu'une. Le couplage est très court, hein, avec par exemple 300 millisecondes, ici on est à 360, et elle tombe très proche du sommet de l'onde T, ici on est quand même à plus de 50 millisecondes du sommet de l'onde T, donc c'est assez rassurant. Voilà, j'espère que tout ça ne vous a pas trop ennuyé. En tous les cas, l'intérêt c'est de pouvoir le réécouter sur YouTube, car nous n'en avons fait qu'une petite vingtaine et nous allons bientôt faire la deuxième session avec vous. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les définitions dans mon livre, ou alors travailler sur un format web avec le site internet e-cardiogramme.com, ou enfin sur YouTube en tapant ECG.